Le 10 février 2017, donc l'an dernier, le président Paul Biya, s'adressant aux jeunes Camerounais, disait ceci: « Chers jeunes compatriotes, chacun d'entre vous est une étoile dans notre ciel. Vous êtes donc les personnes qui illuminent le ciel du Cameroun. Vous êtes des valeurs positives pour un Cameroun positif, conquérant et rayonnant. Vous êtes au premier plan de nos préoccupations. » Le président Paul Biya exprimait ainsi une politique jeune du Cameroun à l'offensive, grâce évidemment, comme vous le savez, aux différents plans, mais ici jusqu'alors le plan spécial triennal jeune lancé en 2017, donc annoncé en 2016 et lancé en 2017, mais également des plans comme le PIACI en 2003 ou le PAGRU en 2007 ou encore le PIFMAF en 2007. Donc voilà des plans, des projets, des programmes qui sont mis en place pour que les jeunes se portent bien, ce qui est malheureusement évidemment un bilan mitigé lorsqu'on regarde les résultats d'ailleurs. Merci infiniment à vous, madame, monsieur. Voici le Zénith. Merci de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce rendez-vous. Évidemment, nous allons installer le panel pour cette dernière édition de cette semaine. Commençons par vous, Charles Amel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi-Negou. Bonjour aux téléspectateurs. Lycée technique de Mouanko. 6 années d'expérience et d'existence. Un seul professeur d'histoire-géographie. Un seul professeur d'anglais obligé de donner cours de français. Appareil informatique hors usage, obsolète, vieillot, bon à la poubelle. Jamais vu un inspecteur de pédagogie anglophone ni francophone. Bonjour, monsieur le ministre des enseignements secondaires. Également sur ce plateau ce matin, Florazé. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau et à nos chers téléspectateurs. Mon bonjour spécial à ces jeunes hommes, jeunes femmes engagés qui militent pour qu'un jour les conditions des jeunes changent un jour dans ce pays. Je ne vais pas les citer, vous vous reconnaissez. Bon vent à vous et surtout bonne fête de la jeunesse à tous. Également sur ce plateau ce matin, madame, monsieur, au cœur du Zénith, Bengan, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi je vais m'interroger autour du Conseil constitutionnel à travers le mouvement progressiste que dirige Jean-Jacques Ekinde, non, que coordonne Jean-Jacques Ekinde. Il lui a donné un dossier sur la table. Article 7, alinéa 4 de la Constitution. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique, élective ou toute autre activité professionnelle. Bon, M. Ekinde et l'OMP estiment que être président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est une fonction élective publique. Donc, il faudrait que le Conseil constitutionnel statue sur l'affaire. Pour l'OMP, il faudrait qu'on demande au chef de l'État de démissionner de la tête du RDPC, parce que c'est public. C'est recevable, c'est recevable parce que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, comme je prends l'exemple de la France, lorsque la droite ou la gauche, le PS ou aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de les républicains sont au pouvoir, le président, du moins celui qui a été jusqu'alors le porteur du parti, se retire de la tête et laisse une autre personne diriger le parti politique. Donc c'est ce qui devrait être le cas au Cameroun aussi, le président étant au-dessus de la mêlée et ne pouvons pas être président d'une association partisane dans ce cadre de la République, puisqu'on reste dans le cadre de la République au Cameroun. Mais j'aimerais, avant de lancer le premier sujet de ce matin, madame, monsieur, faire une fixation sur un terme qui est utilisé par les organisations internationales depuis quelques jours au Cameroun concernant la crise anglophone. Le terme, c'est un dialogue sincère et constructif pour conduire à une sortie durable de crise. Dialogue, donc sincère et constructif. Alors, elles sont nombreuses qui usutent ce terme-là. On a l'Union européenne, mais également le service des Nations Unies au Cameroun. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça vaut son pesant d'or ce matin. Non, en termes diplomatiques, expliquez-leur ce que ça veut dire. Ça veut dire que
aboutissons vers ce qui se passe par exemple en Colombie. Tout à fait. Voilà, pour que ce soit durable, on ne veut plus. L'ONU a quand même été créée pour, disons, pour la paix et la sécurité dans le monde. Chaque fois qu'il y a menace de paix et de sécurité, on appelle les belligérants, c'est encore leur terme, à un dialogue constructif. Alors, donc c'est quand même assez surprenant hein, que ces organisations internationales se soient passées le mot et qu'elles utilisent le même terme hein, pour parler de dialogue sincère et constructif. Jusqu'alors, on parlait de dialogue inclusif, ça a changé. Ça, c'est un fait à relever. On verra dans les semaines à venir ce que cela apporte au Cameroun. Madame, monsieur, une fois qu'on a dit ça, place maintenant à la première histoire, du moins le premier sujet qu'on va aborder ce matin. Il s'agit de Tendance, la voyageuse qui s'occupe de déclamer l'histoire du jour. Bonjour et bienvenue, Tendance. Bonjour Eric, toujours en forme ce matin, je reviens en force. C'est très grave, Bombok. Flora, c'est très grave. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Quartier Kotimanjo, à Nebel, il y a eu un scandale de ce côté. Aujourd'hui, je vais parler des femmes qui font le ndjangi du marché. Qu'est-ce que le ndjangi du marché? Le Aladi? Non, pas le Aladi. Le ndjangi du marché, c'est que les jours que je me réveille, si elle veut parler au marché, je fais la liste, je donne à Flora, elle achète ce qu'elle veut préparer. Le jour que Flora se réveille le matin, elle ne veut pas préparer, elle fait sa liste, elle dit que maman, si tu peux au marché, arriver, tu m'achètes le gombo, tu m'achètes le poisson, j'ai d'ailleurs le couscous à la maison, tu m'achètes les feuilles pour emballer le couscous. Donc elle fait la liste du marché et elle me donne, quand j'arrive, je fais pour elle. Donc c'est pour ça que les femmes qui me regardent ce matin savent de quoi je parle. C'est ce qu'on appelle le ndjangi du marché. Au quartier Kotimanjo, à Nebel, il y a un homme qui est devenu fou. Il a pété les plombs, donc il a piqué une crise. Il me dit, ma fille, Tendance, si je ne m'abstiens pas, je risque de piquer une crise d'AVC. Demain, à l'heure, c'est que te dit Flora, demain à 10 h, il y a une réunion familiale. Donc il a convoqué, il va traduire sa femme au tribunal familial. Mais c'est quel genre de femme que j'ai? Il m'a dit que s'il arrive là-bas, sa femme fait cuiac. Sa femme lui parle ce qu'elle a dit hier. Le mariage là va se gâter. Que hier, vu le comportement de sa femme, il ne se sent plus homme. Qui s'est senti diminué dans une mini-cité. Donc il vit dans une mini-cité avec son épouse. Hier, il était de repos. Donc c'est hier, sa femme fait le ndjangi du marché constamment. Mais c'est hier que la vérité a triomphé. Ah! Il me dit que hier, il était de repos, Eric. Où ça s'est même passé comment? Sa femme a commencé les querelles avec la voisine. La voisine dit, hein, tu oses me parler aujourd'hui. Tu peux préparer la viande chez toi. Même quand c'est la sauce tomate, tu ne peux pas qu'avec les tomates pourries. Hein, tu peux préparer de bons pois chez toi jusqu'à manger. Tu parles à qui comme ça? Ma chérie, tu me connais quand il prépare. Les deux se sont chamaillés. Et la voisine a franchement insulté son épouse. Bon. Que tu es une femme, tu passes au préparer le mwanja moto, le mbunga, la morue. Le poisson que tu prépares, parce qu'on croit que tu as trop préparé, c'est qu'elle est bossue. Quand tu tues trop, tu prépares la peau. La peau, c'est le ngoup. Tu connais le ngoup, non, Flora? Oui, la peau de bœuf. Les bourratifs que tu manges. D'abord même, la dernière fois... On appelait ça salamandre. Salamandre. Nous, on appelait ça le ngoup saucisse. Dans mon village, on appelait ça le ngoup saucisse. L'homme dit que, mais, c'est quelle femme qui est en train de faire les bruits comme ça? Quand il dit à son épouse qu'entre ici, tout le quartier était au courant. Les voisins de la cité. Il dit à sa femme que, qu'est-ce qu'il y a que... Tu vas enlever mon totem en journée, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? What is your problem? Your problem now? Elle dit non, ne mets pas ta bouche dedans. Hein? Elle parlait tout comme ça. Il y a des moments où elle aussi, quand elle veut faire le marché, elle me donne la liste et j'achète. Monsieur n'a pas supporté. Donc, maman, donnez le conseil à ce monsieur parce qu'il dit que sa femme a répondu. Et si elle fait cuiac, le mariage va se gâter. La voisine a même insulté son épouse en disant que souvent que tu demandes d'acheter le kilo de viande, tu diminues. Je sais. Tu m'as jamais, quand il te donne l'argent d'acheter ce qui est bien, tu n'achètes même jamais la quantité là. Tu peux faire une bonne sauce pistache chez toi. Monsieur a eu très mal, il a besoin de vos conseils. Parce que demain, moi-même je vais assister à cette réunion. C'est tout moi qui avais arrangé le mariage là, j'avais animé le jour du mariage. Il ne faut pas que ça se gâte quand je ne suis pas là. Je serai toujours là à la réunion. Est-ce que c'est bien de faire le ndjangi du marché? La femme qui a déjà fait le ndjangi du marché, maman, envoyez-moi vos messages pour dire pourquoi vous faites ça. Ou c'est la paresse, ou c'est parce que vous avez peur de dépenser pour la moto. Je ne sais pas. À vous la parole, chers téléspectateurs. Tendance dans son histoire du jour de ce
matin. On va évoquer les relations de bon voisinage, mais également cette question liée à ces femmes qui commissionnent d'autres femmes pour faire à leur place leurs achats. Florazé, c'est par vous que je commence. Alors, d'abord, quel est votre point de vue sur ce phénomène de femmes qui commissionnent d'autres pour faire ce qu'elles leurs emplettes? Et ensuite, jusqu'où peut-on aller dans les relations de bon voisinage? Vous savez, quand il s'agit de la maison, du bien-être familial, je suis très pointueuse. Donc ce matin, je dirais que les femmes qui le font agissent très mal. Parce que c'est mettre la vie de son couple en danger, c'est exposer même sa vie privée. Je me demande bien comment on le fait. Je peux comprendre quand on vit en communauté, c'est-à-dire pour nous les femmes, hein, ça se fait. Avec voisine, s'il te plaît, je reviens comme ça du marché, mais j'ai oublié de me prendre un briquet ou alors un porte... Vraiment des trucs vraiment basiques. S'il te plaît, est-ce que tu peux me prendre un peu de sel, de piment et tout, j'ai oublié et tout. Mais de là à prendre toute une liste et de confier votre marché, votre cuisine à la voisine, mais c'est clair qu'on va donc se retrouver dans ce genre de situation, des querelles dans des quartiers, des cités où justement une voisine qui déclare carrément ou qui déballe. Vous êtes contre? Non, je suis contre cette façon de voir. Vous savez, ma position, je trouve que j'ai toujours estimé qu'avec les voisins, il faut une certaine limite. Vraiment, pour le respect même de chaque individu, il faut toujours établir une certaine limite. Ça va faire mal. Une distance sympathique. Oui, ça va faire mal, ça va choquer, oui. Mais je vous assure, pour éviter un certain nombre de choses. Vous voyez, monsieur maintenant, qui est en repos, constate un certain nombre de choses. Alors, si la femme était une femme rangée, c'est-à-dire une femme quand même qui ne descend pas à ce genre de bassesse, il n'y aurait pas ce genre de choses. Ou alors, vous pouvez vous confier, votre voisine peut être votre soeur, je ne sais pas moi qui, mais une personne quand même de confiance, qui même au-delà des querelles, ne viendrait pas à déballer, que vous n'avez pas à faire, vous n'arrivez pas à cuisiner un bon plat de porc, de poisson, quoi. Vraiment, ça c'est vraiment, ça ridiculise un peu la femme, et ça expose encore la femme, donc je ne peux pas être pour ce genre de comportement. Oh, mais en plus, hein, bon, maintenant ce sont vos mots à vous, hein, parce qu'après, si on vous dit que vous ne mangez pas, je sais pas quoi, dans votre on foyer... mange que les bourratifs. Ben, oui, mais ça reste... C'est pourquoi je dis que... C'est votre vie, assumez votre... non, votre vie. Je l'assume déjà parce que c'est ma vie privée. Ça veut dire que si je saute mon riz chez moi, dans ma maison, dans ma cuisine, la voisine n'est pas obligée... Le Cameroun n'est pas obligé de savoir que Flora mange du riz sauté tous les jours, de lundi à vendredi. Même si le Cameroun le sait, où est le problème? Bon, je dis que non, chacun a sa vie. Il y a une vie privée, il y a quand même la cour. Préservons ça, mais aujourd'hui, justement, surtout, bon, aujourd'hui, il n'y a pas que la femme, même les hommes. On connaît bien les hommes qui aiment bien le commérage, qui aiment bien s'exposer et tout. Quand ils ont déjà pris une ou deux bouteilles, ça sort comme ça sort, pour retrouver le thème local. Donc, je dis que il faut à un moment donné, pour se respecter, il faut à un moment donné, comment dire ça, se retenir, Eric Fopoussi, se retenir pour que les autres... Moi, je comprends que non, pas vivre enfermé, mais se retenir. Se retenir pour un certain nombre de choses, pour ne pas arriver à ce type d'extrême. Bon, parce que vous retenez que forcément vous n'êtes pas ouvert. C'est pour vous la suite. Pour dire quoi? Pour dire que, évidemment, lorsqu'on écoute attentivement cette histoire, on a très envie d'être sympathique vis-à-vis de cette femme qui doit sûrement être souvent très occupée à faire tout à la maison. Donc elle estime que, voilà, aller faire un tour au marché, avec toutes les tracasseries que cela peut comporter, l'empêcherait d'assumer d'autres tâches. Il y a des femmes qui font tout à la maison, elles font le ménage, elles font tout. Donc du coup, elles n'ont pas la possibilité de tenir les délais, surtout si l'homme est exigeant et que l'homme souhaite venir manger son repas à 12 heures top pile et que ce soit prêt. Donc, que pensez-vous de ça? Non, moi, le problème que relève Tendance est un petit problème dans un grand ensemble. Ça participe du délitement des valeurs africaines. Le délitement, c'est pour ça que lorsqu'un problème se pose, que ce soit dans le cercle familial ou bien dans la vie en communauté, et c'est occidentalisé ça. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous pouvez résoudre le problème d'une voisine qui allait
prendre sans permission le sel sur sa voisine et demain attendre que non, il a tapé l'enfant qui passait. C'est plus africain aussi ça. Non, non, justement, vous ne les prenez pas de manière, j'allais dire, séquentielle, comme ça. À ce moment-là, vous ne pourrez pas résoudre. Nous sommes là en face des femmes qui ne savent pas ce que c'est que la vie communautaire, la solidarité en famille. C'est-à-dire, moindre truc, il dit dehors, il ne mange que l'ombunga, il ne mange que de trucs. À un moment, vous allez résoudre ça comment? En fait, les deux femmes ne sont pas faites pour le mariage. Ils ne sont pas faites pour le mariage. Puisque, comme dit Tanda, le Ndjangi de cacher. Moi, je pensais qu'ils ont développé un certain Ndjangi là où un certain Aladji passe. Non, voilà. Mais maintenant, quand regardez là où, j'allais dire, les déviances de la société nous ont amenés. Donc, je n'ai pas j'allais dire, de conseils à donner à ces femmes. Moi, je me fie à ce qu'a fait le mari. Il pose le problème au conseil de famille. C'est à la famille, il va dire à leur épouse que, mais, madame, il y a ci, il y a ça. Mais moi, j'ai un cœur meurtri. Chaque fois quand une histoire comme ça arrive, je vois le délitement de la société. Je vois qu'à aucun moment, on ne veut poser les problèmes en termes de comment vivaient nos grands-mères. Comment vivaient, parce que avant d'arriver chez moi, quand il y a un problème, mon père, mes parents doivent d'abord voir avec le voisin. C'est-à-dire que les relations de bon voisin font que quelque chose de grave ne peut pas se passer chez moi. C'est d'abord les voisins, ainsi de suite. Mais quand vous commencez à, j'allais dire, à dérégler la société complètement, vous allez penser que oui, lorsque les enfants du voisin viennent chez moi, je les appelle, quand je vais donner la nourriture à mes enfants, je les mets de côté. Bon, vous avez, c'est compliqué tout ça. Donc c'est pour ça que, pour ce cas précis, moi je me fie, je me fie à l'orientation donnée par le père. Donc les autres petits détails là, tu as volé le piment, il a dit que toi tu ne sais même pas. Bon. Sauf que dans l'histoire, l'homme s'est senti un peu diminué, l'homme s'est senti, parce que c'est son époux. Vous savez, à l'extérieur, la femme représente l'homme. Je suis d'accord avec cette chute. L'homme ne peut pas régler déjà des détails comme ça. D'accord. Non, mais même si, il faut pousser, je pense qu'aller au conseil de famille aussi, c'est un peu trop extrême. Je crois qu'en tant qu'homme bonbon, il peut régler ça là avec sa femme, les enfants et tout, et le voisinage. Il ne peut pas. Aller au conseil de famille, ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de gérer c'est la femme de la famille. C'est sa famille, c'est la femme appartient à sa famille. C'est ça un peu la difficulté. On va pas aller au conseil de famille pour tout, hein. C'est un homme mais justement pour que le conseil de famille apprenne à leur épouse la vie en communauté et comment détecter ses amis, comment vivre en communauté. Après demain, ce sera que mes enfants étaient là, on débat, c'est pas possible. Et Florazé, vous ne m'empêcherez pas de passer la parole à Charles Hamel. Non, du tout. Moi, je suis même irrité. Alors, Charles Hamel, Bachou, monsieur Bachou. Alors, on est en face d'une histoire qui met donc à nu les tares et le délitement, comme l'a dit Borobengan ce matin, de la société africaine, mais aussi de ces femmes paresseuses. Mais cet homme quand même, je veux quand même qu'on reste sur cet homme, hein. Vous pourrez faire ce que vous voulez, mais sur cet homme quand même, qui est courroucé, y a-t-il pas d'autre moyen de résoudre ça? Il faisait quoi à la maison? Il était de peau de repos. C'est une erreur. L'homme peut facilement mourir en étant à la maison. Mieux il est qu'il soit dehors, déjà premièrement. Même s'il n'a rien à faire. Je dis même s'il n'a rien à faire, allez flâner. Allez flâner. Pour la simple raison que voilà un type de comportement. Quand nous parlons des hommes frustrés, humiliés, stressés, blessés, offensés, moralement tu méfiais, Florazé nous raconte des histoires sur ce plateau. C'est vous le centre du dialogue. Ou est-ce qu'elle a demandé l'autorisation à son mari que c'est, comme je n'ai pas souvent le temps, je vais envoyer la voisine. A-t-elle dialogué? Ah, silence, qui veut dire réponse. Donc j'ai compris. Non, à ce niveau, cette femme a refusé volontairement de dialoguer avec son époux, lui présentant les conditions dans lesquelles
elle se retrouve en son absence. Ça suppose que l'homme est lui-même étranger dans son propre domicile, dont les règles et règlements intérieurs sont fixés par sa femme. Deuxième chose. Depuis que les Blancs sont entrés au Cameroun et en Afrique, d'abord en Afrique généralement, et au Cameroun en particulier, les relations de bon voisinage se sont transformées en concurrence de services secrets. Ça veut dire qu'à gauche c'est le KGB, à droite c'est la CIA. Chacun veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté en mettant les espions. Permettez-moi de finir. Le premier espion c'est les enfants. Le deuxième c'est les femmes. Tu es parti chez tel, elle a même préparé quoi? Ah, tous les jours, les mêmes, les rats, nourriture. Ça, c'est ça. Donc voilà là où elles sont allées. Sentant qu'il n'y a peut-être pas d'enfants, elles ont développé le mécanisme d'espionnage jusqu'à ce qu'elles appellent le Djangui du marché. Je vous assure, c'est sur ce plateau que j'en prends ce type d'expression. Vous n'êtes pas le seul. C'est sur ce plateau que j'apprends ce type d'expression, Djangui du marché. Voyez jusqu'où nous sommes ignorants, faibles, nous les hommes. Nous sommes si faibles. Nous sommes mis en quarantaine. Nous sommes si fragiles. Nous sommes mis en quarantaine dans nos... Mais je vous dis, c'est grave. C'est grave. Non, permettez-moi, vous avez parlé. Alors, j'estime à ce niveau que l'homme, tout ce qu'il a fait, ne pas parler, c'était ressortir et revenir le soir comme s'il n'y avait rien à faire. Voilà. C'est donc la faute. C'est une faute très lourde. Oui. Parce que si ce monsieur, vous savez, rien n'est acquis, surtout quand on va en mariage. C'est-à-dire que ce soit pour l'homme que pour la femme. J'ai toujours dit que l'homme a pour responsabilité d'amener, d'éduquer même sa femme. L'environnement dans lequel votre femme a vécu peut également tout dire. Notamment son style de vie dans la cité avec ses voisines et autres, parlant du Djangui et autres, les listes et autres. Certaines femmes, comme vous diront qu'elles n'ont jamais entendu parler de cette façon de voir les choses, de vivre. Donc c'est à vous, hommes, si vous étiez constamment avec votre épouse, à parler avec elle, à vous intéresser à ce qu'elle fait, mes chers Lamel, vous aurez décelé ce manquement et rééduqué votre femme par rapport au vivre ensemble. C'est ce que les hommes, justement, n'arrivent pas à faire. Être homme ne veut pas dire se lever le matin, aller au boulot, rester dans une buvette, revenir, ou alors tirer sa femme quand on a besoin du besoin naturel et tout. Non, ce n'est pas ça. Restez attentif. Votre femme n'est pas un être parfait. Donc ça veut dire qu'elle peut avoir des petits défauts. C'est à vous, hommes, de ramener la femme. Ça peut également être vice-versa. Ça veut dire que vous pouvez avoir un homme qui ne sait pas prendre soin de lui et tout, etc. C'est également à la femme de façonner son homme. Donc Charles Hamel, revoyez votre façon de voir les choses. J'aimerais directement pour dire que je suis un peu désolé, Floracé. Vous prenez la vie sentimentale, l'autre départ de la dot et du mariage. C'est à ce niveau que vous prenez. Or que ça commence bien en amont. Où l'homme lui dit, madame, je ne fais pas ça. Madame, je ne tolère pas ça. Madame, ne t'assieds pas comme ça. Tu causes avec lui pourquoi? À l'impression que votre temps chronologique commence le jour où il dit, je vais vous épouser comme vous le disiez. Permettez-moi, s'il vous plaît. La femme a 3 types d'âge, comme tout être humain. Permettez-moi, et suivez mon regard. 3 types d'âge. L'âge chronologique qui est fixé par l'acte de naissance, l'acte biologique qui est fixé par l'être corporel, les compositions, les constitutions, et l'âge psychologique. Allez consulter, je peux vous le dire. Ouais. Voilà les 3 âges. Alors si, je vous assure que vous avez ce souci, ça suppose que quelque part au niveau de l'âge psychologique, cette femme a des problèmes. D'accord, très bien. Alors, je pense que à ce niveau, la femme a raté le coach dès le départ. C'est une femme qui a mis dans sa tête que... Vis-à-vis de qui? De son épouse, de ses parents ou de la société qui l'entoure. Vis-à-vis de qui? Non. Ok, très bien. Homme, gardez votre position d'homme dans la maison. Continuez d'éduquer, d'encadrer votre femme. C'est de votre responsabilité. Ok, alors, tendance. Je vais vous dire que si vous parlez comme ça et que vous n'avez pas une réponse d'un homme, sachez qu'il vous méprise. Non. Pour vous dire que pour le dire policier qui veut absolument attraper un voleur. Vous êtes face à une responsabilité, à un comportement, vous démontrez la bassesse véritable avec laquelle votre mari, vous exposez votre mari et votre foyer. C'est pas normal. Waouh. Continuons. Waouh. Waouh.
Vous allez bien ce matin, vous les deux? Oui, on est en forme. Wow, c'est très chaud. Même Tendance ne comprend pas. Tendance elle-même ne comprend pas. Mais c'est un bon problème. C'est encore très grave. D'accord, oui, Tendance. C'est tout le petit problème qu'on m'expliquait là, maman. D'abord, même, je parlais pour parler. Ce n'est pas un petit problème. Le problème est comme ça dedans. Quand un homme est de repos, est-ce qu'il est obligé d'écouter ce que les femmes parlent? Non. Quand il n'est pas là, nous, on se change nos choses. Il ne faut pas qu'il vienne parce que je me suis chamé un peu avec ma voisine. Il prend ça, il fait de ça un problème. Non. Laisse les problèmes des femmes. Tu n'as pas besoin de mettre ta bouche dans les problèmes des femmes. Et la majorité des femmes font le ndjangi. Sur 50 femmes, bon, au moins 45 femmes font le ndjangi du marché. Elles vont dire que qui? Moi, je n'ai jamais fait. Souvent, quand vous oubliez le gombo, vous ne dites pas que vous achetez le gombo au marché. Ça fait partie du ndjangi du marché. Il y a des moments où tu veux acheter le charbon. Tu dis à ta voisine que, ouais, maman, pardon. Arrête, tu m'achètes le charbon de 100 francs. C'est toujours le ndjangi. Parce qu'il y a les femmes qui vont dire que non, je n'ai jamais fait ça. Si tu fais même demain, ça va tout ham comme l'autre ça. Vous faites le ndjangi du marché. Je vais dire aux hommes de laisser les problèmes des femmes aux femmes. Parce que quand vous-même vous faites vos problèmes entre vous les hommes, nous ne sommes pas là. J'en ai terminé, Eric. Florazé pour les différents messages que nous recevons sur l'histoire du jour. Ils sont tellement nombreux. Il y a Kenida Phoenix qui estime que la vie de couple nécessite une grande dissimulation des faits sociaux. Voilà, il nous écrit depuis Makenene. Une autre l'homme veut avoir son domicile personnel. Il ménage, il devrait ménager. Bon, il devrait engager une ménagère, mais je pense que l'homme devrait également causer avec sa femme si elle ne veut pas communiquer pour remédier à ce problème alors qu'il divorce. Alors le monsieur court d'énormes risques d'envoûtement et de folie. Je ne sais pas si c'est par rapport à... C'est un peu exagéré quand même. C'est un peu exagéré. Non, c'est pas exagéré. C'est exagéré. Ce n'est pas exagéré. Charles Hamel, ce n'est pas exagéré pour la simple raison que celle qui va faire le marché peut introduire certaines choses dans les différents produits qui, une fois rentrés, sont préparés et consommés, peuvent provoquer des maladies. Ah oui, je vous le rassure. Sur ce point, d'accord, mais sur la réaction, que l'on pourrait avoir, c'est quand même exagéré, un divorce. Donc, franchement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ces femmes n'ont pas été préparées pour le mariage et ce genre d'histoire. Bonbon, ça c'est Bonbon. C'est Bonbon. C'est un disciple de Bonbon. C'est un disciple de Bonbon. Les gens m'ont dit que c'est dans le sous-quartier qu'on fait ça. Même à Bonamou, ça a dit on fait. Parce que vous avez dit qu'il n'y a que les quartiers comme Nebenkom, Intari, Mabanda qu'on peut faire ça. Même à Bona prison, on fait le ndjangi du marché. Il faut la continuer. Oui. Alors, il y a une réaction qui dit vivre. Il y a une réaction qui dit vivre la même situation. Elle évite sa voisine à cause de ce genre de réaction. Oui. Et elle dit ça ne vaut vraiment pas la peine de chercher à tout connaître dans son voisinage, chacun chez soi. Mais il n'y a pas de problème entre nous, tout simplement. Chacun vit chez soi. Notre règle de vie. Bonjour, bonjour à vous. Toute relation est bien sans déviance. Chaque femme doit faire son marché. C'est Bishwa Ulrich qui réagit ce matin. Un dernier message. Oui, l'histoire révèle de l'extrême pauvreté morale et matérielle. On vit cela généralement dans des quartiers difficiles. Oui. Albert de Bébanda qui après on va dire que les femmes... Pas toujours. Même, pas seulement les quartiers difficiles. Il y a les femmes, nous les femmes, nous aimons trop les problèmes. Nous aimons trop les problèmes. Et quand on commence comme ça, on doit assumer les conséquences. D'accord. Assumons. Ce n'est pas nos maris qui assument, c'est nous-mêmes qui assumons. Parce que quand tu fais au Dieu, si on s'insulte, demain ça va finir. Ils vont tous s'entendre. Elles vont tous s'entendre, les deux femmes que tu vois là. Parce que nous, les femmes, nous avons ce qu'on appelle le clash. Les deux se sont lavés et rincés. Il y a une chose que les femmes doivent savoir. Quand l'homme n'est pas là, disposez du domicile comme vous voulez, discutez comme vous voulez, changez comme vous voulez. Mais lorsque la voix masculine, et d'ailleurs j'en veux même à tous ces hommes qui rentrent chez eux comme des chats, avertissez quand vous rentrez chez vous. Arrivez même au portail ou arrivez vous donner le sac à l'enfant, rentre à la maison. Pour savoir qu'il en roule, permettez-moi. Ça c'est africain, s'il vous plaît. Vous remettez le sac à l'enfant que va laisser à la maison.
Si la maison est dans n'importe quel état qu'on nettoie avant ton arrivée, s'il y avait n'importe quelle situation qu'on a menacé, c'est africain. Et lorsque l'homme est à la maison, à quel moment vous allez mais c'est pas possible, la Flora, c'est pour les couper. Mais est-ce que je vous dis en train de citer? Téléphone, vous dites même la femme que je suis en route. Je suis en route. Oui, justement, parce que les femmes, comme dit Tendance, et ça encore, ça m'a meurtri le cœur. Je dis, nous aimons le clash. Tendance, il faut éviter les clashs, justement. Les femmes aiment le clash, bon. Justement, ça veut dire que vous n'êtes plus les femmes africaines. Vous ne savez plus qui vous êtes. Les clashs n'existent pas, puisque en fait, je peux tomber malade, tu peux tomber malade, ou bien maman peut tomber malade. Tu vas vite, tu vas laisser les enfants où? Le problème, c'est en principe, il va donc dire, mais chaque fois, c'est moi qui lave ses enfants. C'est des choses qui n'existaient pas. Ça n'existe pas. Donc, vos conneries, excusez-moi l'expression, cessez les conneries parce que c'est des conneries. C'est à l'époque de nos ancêtres. Maintenant, vous qui êtes évolué, vous avez donc, il ne mange que le mbunga. Nous sommes au temps moderne. C'est ça le modernisme. Nous sommes au temps moderne et les femmes, la majorité des femmes maintenant se comportent mal. Au temps de nos ancêtres, on ne connaissait pas ça. Moi-même, une fille de Marignon m'a coûté la donc, puisque vous savez que vous vous comportez mal. Je ne refusais pas Mbambo. Moi-même qui vous parle. Une fille de Marignon m'a prêté l'argent et m'insultait avec. Mais corrige ça. Si je n'étais pas une fille civilisée, on allait bagarrer en route. J'ai attaché mon cœur. Okay. Elle me parlait comme ça en pleine réunion, Eric. Non, c'est fini. Si je veux aussi l'insulter. Merci beaucoup. Elle avait fait ce qu'elle insultait même ma mère. Elle a mis le nom de ma mère dedans. Merci Tendance. Merci sur le plateau. On va continuer ce programme avec la suite logique. Vous la maîtrisez mieux que moi-même. C'est la colère de Charles Hamel. On va se rendre à Bafia. Ouais. On va saluer tous ceux qui nous regardent à Bafia ce matin. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon total du département du Mbam et Noubou et de Bafia. Oui, Bafia, la belle. Je m'interroge ce jour sur toutes ces élites qui pompeusement ont occupé des postes de responsabilité et qui sont sortis la queue entre les jambes sans avoir développé un tant soit peu le Mbam. À l'époque, Mbam et Noubou, aujourd'hui, et peut-être Mbam et Kim. Pourquoi est-ce que ce département souffre-t-il dans sa peau et dans sa chair? Pourquoi Bafia souffre? Je profite de l'occasion pour saluer Kounga Bisike, Eboussi, Fabien Boulaga et Mouté Abidias, sans toutefois oublier les Justin Dioro de regretter mémoire et James Onobiono, ils sont nombreux assis là qui gèrent les bonnes choses. Savez-vous que la ville de Bafia semble être une ville maudite à ce jour? Bafia n'a pas de route, même pas une seule, acceptable et viable. C'est des lambeaux, des morceaux, des lambris, permettez-moi la paraphrase. Bafia n'a pas d'eau. Les populations se débrouillent comme celles de Dakar, avec des puits de fortune, avec des forages de fortune. Tant pis, on boit, même si on va mourir. Bafia n'a pas des hôpitaux. Tendance se souvient de l'affaire de Bello, Ibrahim Bello, cet enfant qu'on a fracassé les pieds et les jambes, aujourd'hui qui ne marche pas. On l'a mené dans les hôpitaux, rien. Oui, Bafia, c'est ça. Bafia n'a pas de lumière. Ngoro, Talba, Ndek, Bokito, Kiki, Ndiki, Nituku, Ombessa. Je continue. C'est grave. Ndonenkan, Bombo, c'est grave. Bafia n'a pas d'école. Vraiment, ouvrons les yeux. Les Nièges ressemblent à quoi? Le lycée classique et le lycée technique représentent quoi? Les collèges d'enseignement secondaire, mon Dieu, ouf.
Bafia n'a pas de marché. Fermons les yeux. C'est grave. Bafia est abandonné. La prison de Bafia ou les prisons de Bafia n'ont pas d'eau, encore moins de lumière. C'est chacun à qui mieux de ce côté. Savez-vous que les pensionnaires de la prison du chef-lieu du département du Mbam et Inubu vivent dans des conditions inhumaines avec des dérives qui sortent du commun? Savez-vous que la surpopulation carcérale est celle que les prisonniers qui présentent des cas de maladie reçoivent des médicaments périmés parce que dotés d'une infirmerie obsolète? Oui, Bafia de Machia Abdoulaye, fils de son père, Bafia, les cantons Ngam et les cantons Koro, que devient-il? Savez-vous que les femmes enceintes croupissent en prison même, sans aucune assistance médicale? Que les femmes et les jeunes sont abandonnés à leur propre sort à Bafia? Il n'y a pas de travail. On se débrouille à Bafia. Rappelons-nous en 1961. Rappelons-nous de l'histoire de Bafia en 1961. Faites un tour sur la place des Indépendances. Vous verrez encore ces maculés. Savez-vous que les jeunes partagent les mêmes cellules pour la prison, restons un peu là, avec les personnes adultes, et ils se font abuser par ces derniers? Savez-vous que même la morgue est dans le noir, la morgue de Bafia? Il faut beaucoup de chance pour retrouver un corps en bon état après l'y avoir déposé. Savez-vous que même le personnel souffre d'un manque de formation et d'amélioration de compétences? Dans ces écoles, les enseignants n'ont jamais fait de formation depuis plus de 4 ans. Jamais de séminaire de performance. Quel est donc le rôle des élites dans cette mascarade culturelle? Pourtant, ces élites, imposées au peuple, actives dans les réseaux sociaux, par des pseudonymes, achètent des espaces à la télévision, se permettent de donner des leçons aux autres. Pourtant, même à saison sèche, l'accès à leur village est pour la plupart impossible. Ça ne va pas. Ça ne va pas dans le Mbam et Inubu. Toutes les terres sont confisquées. Par qui? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Savez-vous que la lumière événementielle, c'est une réalité des grandes cérémonies et deuil? Vraiment, faites un tour dans ces villages. Vous comprendrez que le Mbam et Inubu, mon Dieu. Ah, il faut possible. Donc Bafia, cette vieille ville coloniale devenue aujourd'hui l'ombre d'elle-même, cette ville située à 121 km de Yaoundé et qui pourtant semble être une ville dans l'arrière, arrière, 100 fois arrière-pays, parce qu'évidemment vivant sous le joug d'une élite qui a complètement abandonné sa ville mère pour se retrouver à pavaner dans les salons huppés et luxueux de Yaoundé, à boire du champagne et surtout à oublier cette ville-là. Voilà donc le théâtre triste que nous livre cette ville, chef-lieu du département du Mbam et Inubu, et on peut penser à toutes ces personnalités qui sont issues de cette ville où le cacao donc règne en maître, parce que là-bas aussi, lorsqu'on parle de ces cultures, c'est aussi un moment de culture, un moment de fête, un moment d'exhibition. Voilà, il y a ça qui bouge souvent là-bas, et on sait également ce que le Cameroun a connu comme étant un frein sur le plan agricole, et ça a aussi impacté sur Bafia. Ceci étant dit, on va également passer un bonjour au maire de Bafia, qui nous regarde ce matin pour lui signifier quelques autres amitiés pour notre part sur le Zénith. Bon, Benga, je commence par vous pour vous demander clairement comment on arrive à ce type de situation. Pourtant, l'une des villes les plus anciennes villes du Cameroun. On parle de 55 000 habitants, recensement de 2005. Oui, d'abord c'est des faux recensements, permettez-moi que je revienne dessus. Il n'y a jamais eu de vrais recensements. C'est des chiffres officiels. Maintenant après... oui, officiels, mais trafiqués. Voilà. Parce que le dernier recensement, moi, je n'ai pas été recensé. J'habitais le quartier Baliadouala à l'époque et ils ne sont jamais passés chez nous. Donc, je ne sais pas comment ils ont recueilli ces chiffres. Mais passons.
Moi, je voudrais dire une chose, parce que même Charles Hamel est revenu sur cette option-là, non, qui n'est pas bonne, du tout, mais elle est implémentée par certains groupes d'économistes occidentaux qui veulent parler des élites. Les élites n'ont pas à faire le développement d'une région. Le développement d'un pays, d'une ville, dépend d'une politique gouvernementale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez parlé du cacao tout à l'heure, du café, des ignames, de tout. C'est-à-dire, la ville, on implémente le développement d'une région, d'une ville, d'une localité à travers son apport dans le produit intérieur brut du Cameroun. Et là, il a raison, le MBAM, même lorsqu'il était le grand MBAM à l'époque, c'était un grand bassin. Voilà, le grand bassin de production de cacao notamment, oui. Et de beaucoup d'autres cultures, le manioc, le maïs et tout ça. Et on implémentait donc le truc. Et ça me rappelle que les deux plus grands lycées de l'époque, il a parlé du lycée classique de Bafia et le lycée classique de Yabassi. Donc, ils étaient orientés à ce qu'à l'époque, il y avait une vision. Mais la vision n'était pas implémentée par Bepadong ou bien par Bidia Sangon ou je ne sais pas. Non, ce n'était pas les élites de la région qui disaient à l'oreille d'Aïdjo que bon, comme tu vois là, il faut faire ceci. Bon, non. C'est que chaque département, il y en avait 48 à l'époque, on essayait de voir quels sont les produits et comment on peut booster le truc. Et c'est à cela que sur le plan agricole, parce que le Cameroun est une terre agricole, on crée par exemple la Sokopao, la Sodekao, Société de développement de cacao, pour oui. Voilà, faire la promotion. Et il y avait à l'époque un semblant de calendrier agricole qui n'existe plus depuis que le plus proche collaborateur du chef de l'État a pris, d'Aïdjo a pris les rênes du pouvoir. Donc, que ce soit Bepadong, Bidia Sangon, Salomon Bakoto ou bien... il était... L'Endjoro, tout d'abord, Ndjoro était à Péchiné à l'époque, c'est un enfant, c'est un jeune enfant. Et je parlais de bien là qui était encore directeur de cabinet civil à l'époque, son nom va me... Quel ministère Il a été au ministère de plan et aménagement, de cadastre. Dernièrement, bon, mais il était à la retraite. Non, il n'y a pas Boto Angon, non, je vais me rappeler du nom. Donc, ce n'est pas les élites. Sinon, il y en a partout, dans tous les 58 départements du pays. Ce n'est pas eux. C'est-à-dire, c'est les conseillers techniques qui tournent autour du président de la République. C'est eux. C'est le ministre du plan, l'aménagement du territoire. C'est eux, je veux dire, c'est les principaux. Qui doivent implémenter le développement du territoire. Voilà. Lorsque Anon Abime, par exemple, qui était le président de la section, la grande section RDPC de l'époque, bon, impulsé là, à ce moment, on peut penser que veulent les militants ici? Maintenant, vous avez vu que les élites, et là, on les condamne. Et ils sont là pour leur prébande. Chacun vient construire une maison, chacun vient faire ceci. Et bon, malheureusement, vous allez alors dans tous les départements, dans le D, dans le Lonkam que nous avons cité tout à l'heure, en Sanaga maritime, dans le Diamaré. Vous savez, dans le Diamaré, il y a Marois, qui est le capitaine Marois, et les élèves s'asseyent au sol. Donc, en fait, nous avons, comme dit Babi Sakana, qui est originaire de Mbam et Noubou, qui dit l'entrepreneur en chef du Cameroun a oublié qu'il faut impulser le développement dans nos régions. Et on veut donc nous donner, je veux dire, jeter les élites en pâture pour qu'on commence à les manger. Mais c'est vrai, les élites, ce n'est pas elles qui construisent les écoles, les hôpitaux. On parlait tout à l'heure, ce n'est pas elles. C'est une politique gouvernementale qui doit impulser le développement. Et là, le chef de l'État a pratiquement oublié. Alors, cher Hamel, on a dressé ici le portrait de Bafia et Momok a semblé et a tenté de nous démontrer que les élites n'ont pas leur rôle à jouer, mais ça peut aussi aider et que lorsqu'on est originaire d'un territoire, qu'on puisse faire un plaidoyer pour que le territoire soit quand même assez... La majeure partie des projets BIP sont défendus par qui? Pour la plupart, par les présidents des comités de développement.
du village Koro, du canton Koro, du canton Gam, du canton Ndek, du village Ndek, Bokito. Ce sont eux qui vont défendre cela, Bombok, pour dire que les élites ont leur part de responsabilité dans ce type d'action. Il a fallu faire un tour à Bakassa. Les Bakassa ont attendu de l'eau pendant des années. Ne voyant pas l'eau venir, se sont regroupés. Ils ont cotisé presque 500 millions. Ils ont élaboré, ils ont fait monter un château d'eau. Aujourd'hui, les Bakassa n'ont pas besoin d'eau. Ils n'ont pas besoin de la camouette pour être alimentés en eau. Les gars ont pris le devant. Mais regardez tout le mbam. C'est une désolation nationale. Et je le dis et je pèse mes mots. C'est une honte. Lorsque vous passez, Madame Foning est décédée où? Madame Foning est décédée où? C'était pas loin de Bafia. Lorsque vous traversez Bafia, regardez l'état de la route. Combien de ministres rentrant, passant par l'ouest ou allant à une cérémonie, ont manqué de perdre la vie au niveau de Bafia? La route. La route. Là-bas, nous avons les Babouté, nous avons les Sanagas, nous avons les Ndjanti. Voilà les trois principales composantes ethniques qu'on retrouve de ce côté. Il est facile de glisser pour se retrouver Kayoko. À partir de Bafia, de Mamenobou, il est facile de glisser pour se retrouver en Gambetika. Il est facile de se retrouver. On peut partir de là pour rejoindre tout le Cameroun tout entier. Mais pourquoi est-ce qu'à ce niveau, on ne pense pas mettre des routes? Ok, d'accord. Alors, Florazéon, on va aussi dire que Bafia a été tout récemment au devant de la scène médiatique par des événements plutôt tristes. Ouais. On a donc l'évêque de Bafia qui a défrayé la chronique, son assassinat selon l'Église catholique, mais également, on va le dire ce matin, le cas du jeune Ibrahim Bello à Bafia qui a également défrayé la chronique. Donc c'est une ville qui désormais ne vit que sous le coup de... ne revient devant la scène que par le coup des scandales. Et pour revenir au nom que... Bon, c'est Jean-Baptiste Belloquen, je pense. Absolument. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Belloquen. D'accord. Allez-y. Oui, Eric Fopoussi, c'est très triste. Parce qu'en 2012, j'avais suivi de très près une campagne de sensibilisation contre la lutte contre le VIH-Sida. Et justement, on était allé à Bafia, où on avait constaté que bon nombre des jeunes filles n'allaient plus à l'école. Pour la plupart, étaient justement à cause de la précarité du milieu précaire dans lequel elles se retrouvaient. Pour la plupart, arrêtaient les études en classe de 3e, prenaient les grossesses précoces et autres, Eric Fopoussi, justement à cause de ces miniers, des ouvriers justement qui étaient installés là et tout, et qui facilement, à cause de quelques petits billets de pièces, réussissaient à comment dire ça, à distraire ces jeunes filles. Malheureusement, c'est dans ce genre de situation qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que manque criard d'électricité, on n'a pas d'autre. Justement, pour s'en sortir, que faut-il faire pour la jeune fille Eric Fopoussi? On est souvent obligé justement de se vouer à des pratiques pas très claires pour s'en sortir. Et je suis tout à fait d'accord avec Bombok. Il faut le développement... Vous voulez dire que Bafia est devenue une ville de haute prostitution? Mais c'est pas aujourd'hui. Ne vous arrêtez pas à prostitution, ajoutez drogue. Aussi ajoutez la drogue, parce que la drogue circule en complicité avec toute une partie, la majeure partie des autorités judiciaires. C'est pas aujourd'hui, mais c'est pas aujourd'hui. Ce sont des événements qui se vivent et qui sont connus. Notamment si on avait, comme Bombok l'a dit, si les pouvoirs étaient décentralisés, Eric Fopoussi, si on avait par exemple le ministère des Affaires sociales qui était implémenté dans cette région pour sensibiliser les familles, pour accompagner les familles. Le saviez-vous que dans le Grand Bam, je veux dire, dans cette partie, on a le plus bon, comment dire ça, pistache, les grains de courge, aussi, les grains de courge. Le maïs, le aussi. Eric Fopoussi, vous avez de la très bonne qualité de ce côté. Mais alors, on n'a plus de terre. Il n'y a même plus de la main d'œuvre parce que tout le monde veut justement déserter cette partie du pays pour venir soit dans les grandes métropoles comme Yaoundé, Douala, Bafoussé et autres. Pour s'en sortir, c'est à tort. La faute à qui? Mais attendez, c'est au gouvernement. Vous avez oublié Makenene, qui est une plaque tournante. D'accord, très bien. Alors Tendance également va nous dire ce qu'elle a comme souvenir, comme connaissance de Bafia. J'ai les amis à Bafia. Ouais, quand tu manges un bon kebab bazou. Tu connais ce que dit non? C'est trop bon. C'est la mort. Ouais. J'ai les amis à Bafia.
ou rote chéri wan. Nkesi wan. Ou les chercher. C'est la langue de Bafia. Donc, quand je dis que j'ai ma copine à Bafia, ou rote chéri wan. Nkesi wan veut dire que je t'aime. Ah bon, Tana. Oui, nkesi wan veut dire je t'aime encore. Ou les chercher, je ne dois pas tout décrire. Alors, Je ne dois pas tout décrire. Hein? Nkesi wan. C'est ça, Eric, donc tu te moques de moi. C'est vrai. Oui, merci, moi Je confirme. Tu confirmes, non, bon. Et ce qui me tend le nez, c'est que là-bas maintenant, les enfants de 15 ans fument le njap. J'ai demandé à mes amours, vous croyez que le njap là va vous donner quoi? Rien. À 15 ans, tu prends le njap sur le mbanga. Parce qu'il ne faut rien tendance, il n'y a pas d'activité. Quand vous prenez, à 17 ans, vous savez ce que ça donne sur vos poumons? Vous ne savez pas. Partez à l'hôpital voir comment les gens ont des infections pulmonaires. 17 ans, 18 ans, quand vous allez faire la radio, rien que les poumons là, et les dealers, je vais pouvoir vous rappeler one à one. Ceux qui aiment les mamies cola, qui vendent la drogue à Bafia. Les femmes qui sont au milieu des carrefours comme ça, le soir, elles te disent qu'elles vendent la cola. Ce n'est pas la cola que vous vendez. Je vais tout dévoiler aujourd'hui. Vous voulez détruire les enfants des gens et les arrière-grands-mères même. ok. Ça cuit. D'accord. Tendance, merci pour ce coup de langue, parce qu'effectivement, j'ai appris. Tu as dit, c'était quoi? C'est la langue de Bafia, mais dis donc, on est où là? Alors, Charlemagne, comment faire pour sortir Bafia des abîmes dans lesquels elle est plongée? Ce matin, on peut en parler quand même. Arrêter, enfermer, condamner, après avoir auditionné. Je finis, vous m'avez posé une question. Non, attention. Tous les amis de la présidence, tous les fils du Mbam et Inubu qui n'aiment pas le Mbam et Inubu, tous les aventuriers dans le Mbam et Inubu qui exploitent le bois. Vous aurez une machine à calculer. C'est le bois. Vous allez les prendre comment? Non, ils sont connus. Ils sont connus, Mbambok, ils sont connus. Ces gens, les amis de la présidence, des gens même en fonction, ils sont connus. Ces gens qui pillent le bois. Faites un tour, vous allez faire un tour dans les scieries. Les scieries qui existent depuis au moins 10-20 ans. Demandez les anciens employés, ils sont tous morts. Tués par le copeau, tués par la poussière du bois. Même acheter un protège-nez. J'ai dit protège-nez, Eric Fopoussi, pour cacher les narines. On ne parvient pas à donner ça à un jeune. Tout ce qu'on fait, c'est créer des bars. Lorsqu'ils finissent de travailler la quinzaine, lorsqu'on donne la quinzaine à ces jeunes, ils vont où? Ils dans les bars qui appartiennent aux propriétaires de ces scieries. Oui, il faut le préciser. Lorsque vous roulez, vous voyez ces camions qui descendent. C'est les camions des amis de la présidence. C'est les camions de ces amis-là, de ces fils maudits du Mbam et Inubu, qui au lieu d'aider la population, pillent. Au contraire, ne favorisent pas cela. Voilà les gens qu'il faut interpeller. Voilà les gens qu'il faut indexer. Voilà les gens qu'il faut condamner. Mais malheureusement, on préfère dans le Mbam et Inubu prendre la pierre pour lapider un gars qui a volé un bout de pain pour manger et s'aligner devant les concessions pour demander l'argent à des gens qui pillent l'argent de la République. Très bien, c'était la colère de Charles Hamel ce matin qui va effectivement mettre un terme à la première partie de ce programme. On se retrouve dans quelques petites minutes pour la deuxième partie, encore plus mouvante. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau, madame, messieurs, merci infiniment de faire confiance à Equinox Télévision pour cette deuxième partie qui démarre avec vos différentes contributions au thème que nous développons sur ce plateau du Zénith avec vous, Florazé. Alors, on a Cédric qui pense que les politiques gouvernementales ne sont pas une priorité pour les dirigeants et le gouvernement n'a aucun plan pour le développement dans notre pays, dans certaines villes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes pour penser à une bonne politique. Absolument. Le gouvernement doit descendre en tout cas sur le terrain. Non, peut-être qu'il faut expliquer une ou deux petites choses. La première, on venait de faire les aménagements de la préfectorale dernièrement. Regardez bien le calendrier des sous-préfets et des préfets. Première visite de prise de contact. Deuxième visite économique. Bon, et ces autorités administratives font donc quoi? En principe, c'est ce sont ces autorités administratives-là qui portent le développement de la région. Maintenant,
il y a un autre aspect qui est venu assister, assister les populations, beaucoup, les couches les plus défavorisées. Ça s'appelle Programme National de Développement Participatif, PNDP, qui devrait en principe travailler directement avec les mairies. Et c'est là où on n'a pas voulu, on a plombé cela avec la décentralisation. C'est-à-dire que des 360 communes, bon, mais puisque nous parlons de Mbam et Noubou, de cette localité-là bénéficient de quoi? Et là aussi, les Français qui viennent d'y mettre 400 milliards de francs en disant ça doit aller dans des projets proches des populations. Or, les maires ne sont pas encadrés et à la tête du maire, il y a le préfet. Est-ce que le préfet du Mbam et Noubou va encadrer les maires de sa localité en leur disant nous, il y a 400 milliards de francs. Nous, ici, dans le Mbam et Noubou, nous sommes Bokito, il y a un nombre de mairies. Voilà, voilà comment devons-nous le faire. Et en plus, voilà le problème, parce que Bafia, vous êtes avec la Sanada maritime et l'Onkam, parce que c'est la même forêt qui va là-bas. De l'autre côté, vous avez l'Est, la région. Et là, la capitale Yaoundé est à côté. Donc, en principe, s'il devrait même avoir des départements prioritaires dans l'ordre, parce que vous ne pouvez pas passer en quittant Yaoundé, aller à l'ouest sans passer par l'Ombam, peut-être même si vous avez pris un avion. Donc voilà, au moins, s'il y avait des centres de priorité, ne serait-ce que les autorités administratives et le PNDP. Très bien. Florazé, d'autres messages reçus. Ce qu'évoquait le matin Thierry depuis Bafia dit c'est dommage dans ce département, le courant, l'électricité dans cette zone est comme une manne tombée du ciel. Les jeunes sont obligés de se tourner vers l'alcool, la drogue, la loterie et le vol. Voilà, c'est une confirmation que Thierry qui nous regarde de Bafia. Ça c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Moi, je vais à Raka aussi. C'est un gars qui se bat beaucoup. Même comme on le menace aussi beaucoup et on l'enferme beaucoup de ce côté de l'ami de Sama. Si vous évoquez Araka, permettez-moi également de dire un bonjour. Araka, Araka, ok, d'accord. C'est un Araka. Araka. Ok, très bien. Alors, on voit ce genre, bon, ça c'est par rapport à l'histoire du genre, on voit ce genre de situation dans les quartiers populeux. Honte aux femmes qui le font, elles exposent leur mari, la famille. La nourriture qu'un homme mange est sacrée. Donc, elles ne doivent pas divulguer ce genre d'informations à l'extérieur. Jean-Louis, depuis Jouvence à Yaoundé, pense également que les hommes doivent être un peu plus attentifs à la maison par rapport au comportement de leurs femmes. Je suis d'accord avec cette chute tendance. Est-ce que c'est l'enfant? L'homme doit être attentif au comportement. Ben oui. De madame, même ça, pas de l'enfant. C'est ça le mariage. Mais de madame, est-ce que c'est le bébé? Parlons de la précarité, des villes et villages. Une partie de Mbanga est plongée dans le noir il y a de cela un mois. Comment les élèves en classe d'examen vont-ils s'en sortir? Nous sommes vraiment dépassés. C'est Bill Alex depuis Mbanga qui... ne soyez pas inquiets, nous ferons le tour du Cameroun des villes. C'est un gros dossier sur lequel Charles Amel travaille. Donc, on viendra partout où vous êtes, rassurez-vous. Voilà, par contre, on a un téléspectateur qui pense que la construction d'un pays ne revient pas à un certain nombre de personnes, mais à tous. Nous parlons de drogue, pourtant la jeunesse souffre à cause du manque de solutions. Alors, on va saluer les grands hommes de Bafia. Voilà, on ne peut pas le dire. Chaque citoyen, c'est vrai, participe, mais il y a une coordination qui est faite par le gouvernement. Lorsqu'on parle de Bétamba, lorsqu'on parle du pont de l'enfance, ça veut dire qu'à un moment, le gouvernement estime que l'encadrement des jeunes, surtout des jeunes de grande activité, bon, disons les jeunes délinquants, on peut les resocialiser en les mettant, en les encadrant de certaines manières. Parce que ces jeunes dépassent leurs parents à la maison. Et il ne faudrait donc pas qu'on dise les enfants de la rue n'accouche pas, c'est bien nos enfants. Donc, lorsqu'on fait ce genre de Bétamba, dont on a confié encore la réhabilitation, la réflexion, les travaux de réflexion au génie militaire. Après avoir donné à l'autre, voilà, qui avait dépensé avec son mari 9 milliards de francs CFA. Voilà, on n'a pas interpellé. Au génie militaire, ça veut dire précisément que l'État doit prendre. C'est l'État qui doit faire en sorte que la drogue ne circule pas. C'est le travail des sous-préfets et des préfets.
Je vais faire comment pour qu'on me suspende tout ça, Charles Amel. Je vais faire comment pour qu'on m'arrête tous les dealers qui sont dans les ghettos, on les enferme. Demandez au sous-préfet. Vous détruisez nos enfants. Tu peux pas arriver dans un lycée. Il faut détruire les champs. Dans les lycées, tous les enfants, il y a tout un couloir où les proviseurs, détruire, peut-être encadrer, parce que où les enfants détruire les champs. Le cadre, dans je le vais cadre faire comment pour qu'on me suspende ça, Seigneur. Mais à ce moment-là, que l'État dise donc que j'autorise Bombo à faire un champ de drogue. Et quand l'enfant commence à fumer ça, il veut tout taper ses parents. Je vais le dire simplement parce que les taux d'accident, il faut le préciser, les zones accidentogènes dans toute la zone du Mbambe et Nobo sont connus et ont doublé. Nous sommes aujourd'hui à 35% en termes de cas. Il n'y a pas d'accès. Je vous donne les chiffres. Il n'y a pas d'accès allant d'un village à un autre. C'est la moto. Et les gens font la moto sur environ 10, 12, 14 km avec la moto et plus même avec les risques. Parce qu'il y a certains qui traversent et sont obligés de prendre le bac. Le bac pour aller dans une zone et continuer encore avec la moto. Avec la moto. Ça, il faut le préciser. Absolument, les accidents, les endommagements et sur les services corporels sont connus parce que les jeunes fument. Les bensikineurs dans cette zone fument. Absolument. Ils consomment des produits, de l'alcool fort. Ils hument de l'alcool. Je vous le dis, c'est connu. Au moins ça, les élites pouvaient le faire. Au moins ça, le Comité national de lutte contre la drogue, qui a toutes les subventions du monde entier, qui a tous les moyens de pouvoir descendre là-bas et empêcher qu'on fasse là des choses. Très bien. Très bien. Merci infiniment, Florazé. D'accord, un dernier message et puis on passe à autre chose. D'accord, on a un téléspectateur qui estime que si le gouvernement abandonne une région, c'est donc aux élites de prendre soin de leurs. Non. À ce moment, on enlève alors le gouvernement. Les élites doivent faire du plaidoyer pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement puisse peut-être accélérer des Moi, je pense que la solution, le Mbam et Noubou doivent dire non au renouveau. Et il faut se rendre compte que le renouveau n'a rien fait. Il faut dire non, il faut savoir sanctionner. Et ça peut commencer. Et ça va donc commencer à sanctionner. Donc, vos élites qui vous demandent d'aller voter le renouveau. Et ça peut aussi commencer par les élites qui peuvent eux aussi sanctionner le renouveau. Absolument. Mais comme c'est là où ces élites tirent les prébandes. Bon, j'étais surpris de votre acquiescement rapide, Bobo Bengan, ce matin. D'ailleurs, on peut rester dans cette fibre-là ce matin. On va maintenant, madame, monsieur, prendre la revue des réseaux sociaux avec vous, Florazé. Merci Eric Fopoussi. Alors, nous avons 3 informations pour ce début de week-end. Et nous avons donc tous assisté hier, on a mis journée à un incendie qui s'est donc produit à la recette des finances ici même à Douala, précisément à Bonanjo. Nous avons donc des images. Nous rappelons que nous avons notre journaliste Donald Anouzoua qui s'est déporté sur le terrain. Et puis les faits sont tels qu'on rappelle tout simplement que c'est l'aile gauche de la recette des finances à Bonanjo, non loin de l'immeuble de l'ex-ONCPD, donc qui a donc pris feu. L'incendie était tout de même très violent. On a eu des éléments de la caserne de Ngodi, on a eu un groupe de sapeurs-pompiers également qui sont donc arrivés sur les lieux pour pouvoir maîtriser les flammes. On a eu pas mal d'autorités, le sous-préfet de Douala Premier qui était donc sur les lieux quand même a affirmé qu'une pour les flammes donc, sont parties d'un compteur Eneo suite à un retour d'énergie. Alors question bilan, il a été évoqué tout simplement la cage d'escalier et un bureau à l'étage qui ont donc été détruits. Pas de perte en vie humaine pour cette information et même sur les lieux, vous savez, ça a donc attiré pas mal de personnes. Et puis les images donc défilent déjà sur les réseaux sociaux. À qui appartient le bureau qui a été brûlé? Les précisions n'ont pas été... Il faut bien, c'est les recettes, il faut bien qu'on sache. Ne répondez pas à la question, Florazé. Ne vous laissez pas donner par cela. À qui appartient ce bureau-là qui a été brûlé? En tout cas, les enquêtes sont ouvertes. Les enquêtes sont ouvertes pour savoir à qui appartient ce bureau-là. Parce que, oui, non, mais ce que également, il faut... je vais dire le fait majeur, je voudrais qu'on s'attarde dessus, c'est notamment les faits qui ont été relatés ou exposés justement au public, c'est notamment l'arrivée, les flammes, la cause des flammes de cet incendie, ou si vous voulez, qui a donc été imputée au retour de l'énergie par rapport justement au contexte qui n'a pas supporté, et justement on a donc eu cet incendie. Alors,
maintenant on s'interroge justement, que fait justement les agents d'Eneo, que fait cette structure justement dans l'aménagement des compteurs, que fait justement cette structure justement pour rétablir, notamment parce que dans certains quartiers, on a des coupures et on a des endroits où l'électricité arrive et dans d'autres endroits où l'électricité n'arrive pas. Que font donc justement ces agents pour rétablir définitivement l'électricité pratiquement c'est pas là où Eneo fait un travail remarquable. Non, Chalamel, j'aimerais vous dire tout de suite, avant qu'on continue, Eneo fait un travail remarquable. Des agents travaillent au quotidien pour réparer, pour mettre en place des stratégies sécuritaires. D'abord, ils disent même qu'ils travaillent 24 heures sur 24. De toutes les façons, Eneo a prouvé, de par tout ce qu'on peut imaginer comme science, qu'elle avait les capacités et qu'elle était réactive sur tous les terrains, sur tous les théâtres. Tout à fait. Maintenant, la question qu'on peut se poser, parce que lorsqu'on parle d'incendie au Cameroun, ça se voit un peu partout. D'ailleurs, lorsque on évoque l'incendie ce matin, on évoquait un gros sujet avec Albert Nzongan et le fait qu'on lui ait retiré l'expertise à l'Assemblée nationale, parce que les conclusions qu'il avait eues justement à l'époque, étaient des conclusions qui tendaient à dire que le bâtiment de l'hémicycle de Ngouaekele pouvait encore être réhabilité. Vous savez qu'il y a toujours des mains qui espèrent qu'évidemment on puisse faire autre chose. Bon, là c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, Chalamel, c'est vous qui commencez à réagir ce matin, c'est que c'est quand même un peu trop gros. Cette ficelle est un peu très grosse pour passer quand même. Merci, monsieur le communicateur. Merci pour la communication que vous avez faite. Je fais aucune communication. Non, si vous avez fait une très bonne communication. Mais ce que je veux dire, je ne suis pas en train d'accuser. Encore moins de jeter. Non, je dis conclusion trop facile, à mon avis. À peine on arrive, on a vu le feu, aussitôt on conclut, c'est un retour de courant. Mais non, arrêtons ça. Arrêtons ça. Nous sommes à 105 incendies dans des zones névralgiques. Assemblée nationale, ministère de la Santé, ministère des Finances, ministère... Le bâtiment là. Des incendies. Et dans des bureaux très compliqués qui ont reçu peut-être la veille ou 2 jours avant quelques dossiers. Mais pourquoi est-ce qu'on est à ce niveau? Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Posons-nous la question, je n'accuse pas, je m'interroge. À l'immédiat, on dit non, il y a eu feu. Le feu est venu d'un compteur, c'est trop facile la raison. On sait sur qui on jette ce type de problème. Non. Mais non, les enquêtes, il y a des experts en incendie au Cameroun. Ils sont nombreux. On peut réquisitionner toutes ces personnes et les mettre sur le terrain en les disant Et dont l'un des meilleurs, c'est Albert Nzongan, justement. Alors, démontrez-nous les origines du feu. Oui. Était-ce une main coupable? Aux États-Unis, on est allé jusqu'à vous démontrer que c'est une bûchette d'allumettes. D'une bûchette d'allumettes, c'est parti de là et le feu est parti d'ici. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire au Cameroun? Trop d'enquêtes ouvertes. Ce n'est pas la seule. Il y a eu encore un autre incendie hier. Je pense que c'est à Freeland First Bank. De ce côté de Bonambo, ça a dit qu'il y a eu feu. Ce n'est pas le seul incendie. Oui. Nous sommes à 105 incendies dans un pays comme le Cameroun. C'est lourd. Près du c'est lourd. Le Snack The Voice. C'est lourd. Et on ouvre des enquêtes, jamais on ne conclut. Oui. Mais quand même qu'on rende compte au peuple. Qu'on rende compte au peuple. Qu'on dise au peuple, mais voilà. C'est trop. Okay. Bon, ce que moi je retiens dans cette histoire, c'est le bureau qui est parti en flammes. Le reste, cas d'incendie... Les flammes sont allées du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Il y a un bureau... C'est le bureau du haut. Il y a un bureau, c'est-à-dire qu'il y a un bureau particulier qui est parti en flammes. Bon, on peut considérer que le reste, c'était des dommages collatéraux. Bon, Bengan, quelle réaction vous suscite cette autre actualité? En attendant que les enquêtes ouvertes puissent nous dire quel est le bureau, moi je m'en tiens à la version officielle, retour du courant. Depuis 2001, moi j'aime préciser les dates, juillet 2001, le gouvernement nous dit qu'on va privatiser la SONEL pour l'amélioration de qualité de service. Les coupures ont commencé. Et dans un langage diplomatique, on dit c'est les délestages. Ça veut dire que ces coupures sont encadrées et sectionnées dans des endroits bien déterminés pour une durée, elle aussi déterminée. Mais ces délestages, même à Bafia, ça peut faire
3 mois. À Makar, par exemple, on peut rester 6 mois. Mais ce n'est pas ça. Le retour... J'aimerais quand même préciser, avant que vous continuiez, c'est pas pour vous arrêter, c'est pour vous dire que c'est de l'information que je fais. Vous savez, chaque fois que Eneo veut couper le courant, ils annoncent que lorsqu'ils vont couper, il faut rebrancher les appareils 15 minutes après le retour. Ils ont coupé au génie militaire dernièrement. Est-ce qu'on doit couper le courant dans les régiments militaires? Non, mais ils coupent quand même. C'est pas ça le problème. Le retour, 2007, le président du JICAM, il s'appelle André Siaka, il a commis une expertise là-dedans. Je vous en prie, qui est menée par le professeur Nanfosso. Il a abouti l'actuel recteur de l'université Tchonk, qui a abouti à des conclusions terribles. La qualité de courant que nous donnait à l'époque AES était de mauvaise qualité. Et que ce courant, quand il y avait de retour, ça traversait quelquefois les régulateurs de tension. C'est-à-dire quand ça traverse les régulateurs de tension, ça va abîmer les appareils. Il y a plein de procès ici à Bonanjo par rapport à ces coupures-là qui ont apporté des dégâts terribles. Je dis, le Saint-Industrie-Cam, à l'époque de Charles Metouk, n'était pas encore en prison, ils ont dit les mêmes choses. Donc quand le JICAM, le Saint-Industrie-Cam, disent à leur frère, leur entreprise sœur, qui est membre du même JICAM, que votre courant n'est pas de bonne qualité. Améliorer si. On ne peut donc pas, faire comme si on ne savait pas. Là maintenant, je me tourne encore vers le gouvernement pour leur dire pourquoi vous voulez un assassinat collectif de population. D'abord, quand on dit amélioration des services, on n'a pas amélioré les services. Ces mêmes entreprises-là se sont mis à entrer dans leur budget qui n'était pas prévu à acheter le groupe électrogène pour certains de l'ordre de 50 millions de francs. Donc ça empiétait dans leur plan d'exploitation prévisionnelle. Maintenant, c'est les édifices publics. Le courant revient, l'intensité du courant absorbe le compteur et ça crée l'incendie. Et peut-être Eneo va dire que même l'État du Cameroun ne paie pas le courant. Ils ont une facture impayée de 100 milliards, c'est pourquoi on brûle. En tout cas, non, ça veut dire revenons, on ne privatise pas le secteur énergétique d'un pays. On revient, on donne ça aux nationaux. Et qui plus est, on a privatisé en donnant au privé étranger. Je suis d'accord. Donc le courant est de mauvaise qualité. Je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais quand même appeler à la responsabilité des uns et des autres. Lorsqu'il y a coupure d'énergie électrique, le mieux c'était quand même débrancher les appareils qu'on a en attendant que le courant revienne. Je dis oui, mais ici quand le courant revient, même si vous avez débranché l'appareil, ça passe par le compteur. C'est le préalable pour tout ça. Oui, c'est le compteur. On n'a pas dit que c'est l'ordinateur qui a brûlé. Et attendre un moment avant de repartir, rebrancher les... Très bien, mais ici ça passe par le compteur. C'est le compteur qui a pris feu, c'est pas l'ordinateur, c'est pas le réfrigérateur de monsieur le chef de centre. D'accord. Tendance. C'est une réaction moi, je suis fier parce que personne n'est mort. Parce que si on m'avait dit qu'un Camerounais est mort, je devais être très mal dans ma peau. Tu vois, en Flora, plus de peur que de mal, en bon français. Je sais que c'est un problème qu'on va résoudre. Mais il ne faut plus qu'on laisse qu'il y ait incendie tous les jours. Maintenant, quand tu es quelque part, si tu commences à dire que tu es camerounaise, on va te dire le pays où a trop l'incendie. Évitons ça pour qu'on ne parle plus mal de nous partout. Sur Facebook, alors, les gens ne font que parler de ça. On insulte, chacun dit sa part. Vraiment, pardon. Arrangeons ça à temps. Je sais qu'on peut arranger que de laisser chaque fois il y a incendie. Ce qui est marrant, c'est que seulement hier là, il y a eu un incendie sur 2 places. Sur 2 places, Bonamou Sadi et Bonanjo. Ça ne reflète pas l'image du pays. En bon français. C'est même ça l'image du pays, tendance. Non, ça ne reflète pas bien, bonbon. Ça ne sonne pas bien pour les étrangers. Quand on va dire qu'un étranger vient peut-être en mission au Cameroun, il va dire que non, c'est le pays où chaque fois il y a un incendie. C'est pas bien. Arrangeons tout ça. Alors vous vous rendez compte qu'on a un marché qui est bloqué, on a une voie qui est bloquée à cause de l'incendie du marché Congo. Les commerçants ont voulu cotiser l'argent pour relancer, on a dit non. Toute une voie est bloquée. Comme personne n'est mort là. Flora Zé, l'autre information ce matin. La seconde information, c'est nous parlons notamment du dernier voyage de Vincent Nguini à ce monument de la guitare. Une virtuose. Oui, même. Vraiment, c'est une grosse perte pour l'art, pour la musique camerounaise. Il entame donc dès ce jour son dernier voyage, précisément à l'hôpital
générale de Yaoundé, où aura lieu justement ce jour la levée de corps à partir de cet après-midi 12h, et puis suivi d'une messe à la cathédrale Notre-Dame des Victoires à Yaoundé, et pour ensuite se diriger dans son domicile à Obala, son village natal, dans la Leki, on est dans la région du centre. Vincent de Paul Nguiningong Obama, de son vrai nom, âgé de 65 ans seulement, a définitivement rangé sa guitare. On le sait, c'était le 8 décembre de l'année dernière. Et puis des suites d'une longue maladie du côté du Brésil. Alors, vraiment, c'est un parcours immense. Ancien chef d'orchestre de Manu Dibango. Il a accompagné des artistes, des standards de jazz, de pop, des groupes connus comme les Beatles, Jimi Hendrix, pas mal d'autres noms de la musique internationale. On rappelle qu'il avait également son rythme de prédilection, le Bikutsi avant tout, ce rythme de ses origines pures et qui a donc une place spéciale dans toute sa carrière. On n'oubliera pas ce monument, Eric Fopossi de Cito. C'est un Camerounais. Bien sûr, oui. Vincent Dingini. Un Camerounais. Vincent Dingini. Il était connu au Cameroun. Bien sûr. Moi, je le connaissais parce qu'il a travaillé. Bon, c'est même lui qui a formé Éloi Duval. Éloi Duval qui est mon ami. Il a travaillé avec pas mal d'artistes camerounais. Je fais cette dérision pour que vous compreniez que c'est vous qui rappelez aux Camerounais que ces obsèques vont démarrer. Ouais. C'est juste ça, c'est une dérision. Je tourne en rond pour que vous compreniez que parce qu'un pays où étrangement, tous ceux qui brillent à l'international, qui sont respectés, valorisés, n'ont aucune valeur dans leur pays. Si grave. Non, en fait, moi je pense que le développement de Flora a été bon. Parce que je m'attendais à ce qu'ils disent la musique camerounaise a perdu. Comme heureusement, elle a dit la musique, l'art. Justement, la musique camerounaise n'a rien perdu du tout. Rien, puisqu'il n'est pas camerounais. Il n'est pas camerounais, il faut le dire, mais en fait, c'est pour le déplorer. C'est pour le déplorer. Les gens comme Vincent Guigny, comme Eco Roosevelt, comme Manu Dibango, hier Francis Bébé, Richard Bona, et son en fait. Justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure des élites. Vous allez donc penser que Vincent Guigny devait développer au Bala ou Monatélé. Non, c'est pas son rôle. Le problème, c'est que les pouvoirs publics auraient pu faire en sorte que l'orchestre national puisse évoluer, puisse être là pour que Vincent Guigny vienne au conservatoire de la musique au Cameroun, rencontrer les jeunes musiciens, les vieux, faire un certain nombre de choses, enseigner la musique, enseigner l'art musical. Mais on ne lui a pas donné cette possibilité. Quand il venait ici, je me rappelle encore d'une de ses visites avec Célestin Monga, qui avait interviewé Vincent Guigny, disait, à l'époque c'était dans les années 88-89, il dit, pour comprendre qu'une société a un état de déliquescence, il faut écouter sa musique. Et vous allez vous remarquer qu'à un moment donné, la musique c'était le sexe, c'était le sexe, c'était le sexe. C'est ce qu'il appelait le bruit de la musique. Donc ce sont les artistes musiciens qui donnent un peu, qui sont le thermomètre de la société. Lorsque vous écoutez la musique d'une certaine période, vous avez l'état moral de cette société-là. C'est Marcel Guigny qui l'avait pu. Je vous dis, à l'époque, tu es interviewé par Célestin Monga, qui travaillait pour nos confrères de Jeune Afrique Économie. Donc, malheureusement, est-ce qu'on le connaît? C'est triste. Mais peut-être qu'on va lui décerner une médaille. Mais bon. S'il n'y aura pas un représentant du ministre, ils vont se déplacer. Est-ce qu'il se déplace souvent? Puisqu'il va dans la Leki, qui a dit qu'il va investir la candidature du président Biya. Ils ont d'ailleurs commencé les cotisations. Vincent Guigny a eu une médaille tout récemment lors du récent FENAC au Musée national à Yaoundé. Donc, pour ceux qui l'apprécient, il n'y a pas de problème. Il y pourrait même avoir un représentant du chef de l'État. Est-ce qu'on va ériger donc une image, un portrait? Une stèle pour non, qu'on fasse la collection de ces musiques qu'on a volées. Oui, ces guitares et tout. Je ne sais pas vraiment, mais que cette image soit matérialisée pour la génération. Je me rappelle de ces chefs-d'œuvre avec Paul Simon. C'était vraiment un travail d'orfèvre. C'était l'orfèvrerie musicale, comme j'ai coutume à le dire. Et Eco Roosevelt est un grand enseignant de la musique. Qui connaît Eco Roosevelt? Par exemple. Personne n'a son temps. Merci beaucoup Florazé pour ces informations. On vous remercie d'être là avec évidemment
la possibilité que vous avez à nous retrouver sur Equinox Télévision pour la suite de ce programme, parce qu'évidemment on va respecter certains principes et vous inviter continuellement à nous envoyer vos différents messages. Le temps pour nous de recevoir dans un court instant et aller au studio B retrouver Consti Lamine qui est déjà là en place et qui va évidemment évoquer avec nous un sujet particulier ce matin. Il s'agit évidemment d'un produit que vous maîtrisez très bien, le concept Salaka, un concept qui désormais est connu et apprécié par de tous d'ailleurs. Donc bonjour à vous Consti Lamine et bienvenue sur le plateau du 10-12 Le Zénith. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et surtout un bonjour particulier à tous les clients du concept Salaka. Une communication tout à fait particulière et spéciale ce matin parce que là, je viens montrer aux yeux du monde entier que le concept Salaka reste et demeure le meilleur concept télé-radio. C'est le concept bien sûr du moins cher, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons bien entendu vous permettre, chers auditeurs, de repartir gagnant parce que ce qui va se passer maintenant, c'est du jamais vu. Vous êtes à la maison, installez-vous confortablement, vous êtes dans un bureau, installez-vous confortablement et profitez de cette grande promotion qui va se passer pendant quelques semaines du côté bien sûr du club Camtel, c'est à Douala, à Fomaric, au stand du concept Salaka. Oui, le concept Salaka est bel et bien présent du côté bien sûr du Fomaric 2018 au club Camtel et notre stand est situé au niveau du stade basket à côté du bureau de la Fomaric. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs. Voilà le temps bien sûr de lire sur l'écran. Profitez des meilleurs prix au stand du concept Salaka, Fomaric Club Cantel, contact livraison. Et je rappelle que cette promotion est valable pour tous les clients qui veulent acheter. Alors vous n'avez pas le temps de venir à Camtel Bipanda, appelez-nous, on viendra vous livrer à domicile. C'est de Yaoundé, c'est de Mbalmayo, de Mgelemendouka, quel qu'en soit où vous êtes, commencez déjà à appeler dès à présent. Question de passer vos commandes, c'est une opération plus que jamais fructueuse ce matin. Alors tout de suite, nous commençons la vente, mon ami Eric, avec bien sûr des chaussures de qualité, des chaussures pour enfants, oui, qui sont en exposition du côté bien sûr du stand de Salaka. Le prix va s'afficher à l'écran. Des chaussures de qualité supérieure pour enfants. Voilà, vous les avez donc à 5 000 francs. Eric, regardez le design, regardez bien sûr la texture, regardez le style. C'est des chaussures de qualité supérieure. C'est donc la grande innovation et nous avons réservé cela pour tous ceux qui vont venir à Fomaric dans le stand du concept Salaka. Vous choisissez une chaussure, vous payez seulement 5 000. Il y a plus de 50 variétés de chaussures pour enfants. Les pointus vont de 30 à 38, 39, voire même 40. Vous dépensez seulement 5 000 pour une paire de chaussures pour enfants durable, garantie plus de 15 ans cette chaussure. Essayez, vous verrez. Les chaussures pour femmes, les ballerines, oh là 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 là, admirez bien sûr le design. Les chaussures pour femmes à 5 000 francs également. Au stand du concept Salaka, vous nous appelez, vous choisissez votre couleur, vous passez, dites que je veux la pointure 38, la pointure 40, on vous envoie seulement ça directement aux livraisons à domicile. À côté bien sûr des chaussures pour enfants, Eric Fopessi, regarde ce qui va se passer à l'instant. Regardez là là là, le robot mixeur à combien? 11 000 francs. Oui, oui, c'est pour montrer aux yeux du monde entier que nous allons faire mal à Fomaric. On a dit folie des prix. La première folie commence tout à l'heure même au stand du concept Salaka. Nous sommes déjà ouverts du côté de Camtel. Robot mixeur 9 à 11 000 francs seulement. Bouloir 7 500 francs. Les prix ont baissé uniquement pour Fomaric. Donc profitez au maximum. Venez dans notre stand au club Camtel de Bipanda et achetez la qualité. Le ventilateur, grand ventilateur 5 hélices, c'est maintenant à 16 000. Uniquement pour la foire Fomaric dans notre stand. Ceux qui n'ont pas le temps, appelez, on viendra vous livrer. Dès que vous êtes à Camtel Bipanda, appelez-nous. Les charmantes hôtesses viendront vous chercher et vont vous conduire dans notre stand qui est situé au niveau du stade de basket à côté du bureau de la Fomaric. Laptop Pentium M. Je n'ai pas dit Pentium 1. Je n'ai pas dit Pentium 2. J'ai dit Pentium M. C'est très très fort. 45 000. Vous avez le choix entre la marque Dell, Siemens, Samsung, NEC, HP, Sony, Lenovo. 40 Go de disque dur. Je n'ai pas dit
j'ai dit vrai 40 Go de disque dur, 1 Go de RAM, Wi-Fi pour les étudiants, processeur 1.7, lecteur DVD à 45 000. Cette offre est valable uniquement à la Fomaric 2018 au club Camtel de Bepanda. C'est à Douala dans notre stand. Les ordinateurs complets, les Pentium 4 sont de retour uniquement pour la Fomaric. 35 000. Un ordinateur complet HP avec 40 Go de disque dur, lecteur DVD, écran plat 17 pouces, 1.8 de processeur, RAM 1 Go. Tout est installé à l'intérieur. Vous le voulez en français, on vous donne. En douala, on vous donne. Maintenant alors, les laptops Core de Dio de marque HP Dell Siemens, 250 Go de disque dur, une RAM de 2 Go, webcam, processeur, Wi-Fi, lecteur et graveur DVD. Je n'ai pas dit 150, voilà, un instant, voilà, 95 000 francs, si vous voilà, quelques articles encore, si vous rapidement, s'il vous plaît. Plaque à gaz turbo, 26 000, il y a encore 2 articles à vendre, 26 000 francs, votre plaque à gaz turbo neuve, la même plaque à gaz accompagnée de pas mal de cadeaux, 26 000 francs, voilà, Woofer, 24 000 francs, ce magnifique Woofer, ça se passe au club Camtel à Fomaric, au stand du concept Salaka. Appelez dès à présent, quel qu'en soit vous êtes, on va vous livrer. Régulateur de tension numérique à 16 000 francs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour conclure rapidement, Eric, quelques minutes s'il vous plaît. Voilà, je rappelle que nous sommes situés du côté bien sûr de la Fomaric. On vous retrouve très prochainement sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, la suite du programme de ce matin avec l'interpellation. Vous savez, on va d'ailleurs commencer par découvrir le contenu de l'interpellation ce matin et ensuite on reviendra pour les commentaires sur le plateau. L'idée de développement de progrès dans notre pays est ceci. Bon, quand le président est allé rentrer avec le problème de la nouvelle carte d'identité, bon, on était très contents. On savait que ça devait bien marcher. Mais maintenant, on croyait que les 3 mois, tu devais récupérer ta carte après les 3 mois qu'on te donne au commissariat. Le 3 mois fini, tu arrives, la carte n'est pas sortie. On proroge encore, tu pars. L'autre 3 mois fini, tu arrives, la carte n'est pas sortie. Moi, je suis un victime. Ma carte n'est pas sortie, ça fait déjà 6 mois. Ça fait déjà 6 mois, ma carte ne sort pas. Au commissariat 9e, je ne sais pas ce qui se passe. Et la vague de 2016, on a annulé. J'avais fait, c'est mon argent qui part. J'avais fait cet argent, on a annulé. On ne m'a pas donné ça gratuit. Et ceci là, j'ai fait ça au moins, c'est au moins 10 000. On ne m'a pas donné cet argent. Et je marche avec le CPC. Ça va se périmer bientôt. Je ne sais pas. Je suis allé là-bas, on m'a demandé de donner mon numéro de téléphone pour qu'on appelle Yaoundé. Pour voir ce qui se passe, ou c'est une erreur, ou c'est comment. Ça, c'est quelle manière. Ce n'est pas enregistré. Ce que je fais, on m'a donné le récépissé, ça ne sort pas comment. Proposition, quand on fait la carte, ça doit sortir. Ça doit sortir, il faut satisfaire le Camerounais. Le président doit voir ce problème. Le délégué général de la Sécurité nationale, il faut regarder bien ce problème. Pourquoi les cartes des gens ne sortent pas? L'interpellation de ce matin concerne un sujet qui touche beaucoup de Camerounais. D'ailleurs, on ne comprend toujours pas pourquoi il y a toujours autant de tracasseries autour de la carte nationale d'identité et toutes les pesanteurs qui sont autour, Charles Hamel. Oui, vous savez, quand on s'est inscrit dans la logique occidentale des choses et qu'on soit personnellement occidentalisé, on se retrouve à ça. Je doute fort et je pense que vous serez arrivé en France qu'on aurait remis, n'est-ce pas, la nationalité entre les mains d'un étranger. C'est géré avant tout par la France. D'où vient-il que dans un pays comme le Cameroun, on confie une chose aussi essentielle que l'établissement des cartes nationales d'identité à un pays, à une entreprise étrangère? Vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Il n'y a qu'en Afrique, il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir de telles choses. Oui, je suis victime. Personnellement, moi aussi qui vous parle, il n'est pas seul. Je suis victime parce que 2016, nous avons fait les cartes nationales d'identité. C'est pas sorti. J'ai fait au moins 8 tours là-bas. On m'a dit, monsieur, ce n'est pas sorti. Vous allez refaire. Et pour refaire, il faudra avoir des certificats de nationalité. Il faudra avoir ci. Il faudrait signer ça. Photocopie légalisée de ci. Photocopie légalisée de ça. Tout ça, il faut colmater. Quand vous calculez cela, vous revenez dans les 7 000 et poussières de francs
hormis le transport. Mais il faut revenir avec, déposer, attendre, faire vraiment la connexion, le type de connexion. Est-ce que c'est qu'elles sont en train de faire la connexion au débit? À des moments, vous faites, on vous dit, monsieur, ça n'a pas pris, il faut patienter. Voilà des irrégularités dans lesquelles on se retrouve. Qui en paye le prix? Nous, les pauvres contribuables. Donc, quand vous évoquez les entreprises, enfin, les structures qui ont en charge d'assurer l'identité au Cameroun, on parle donc de Gemalto et Gemalto qui vient d'arriver et qui serait sur le point d'être racheté par Thales d'ailleurs. Donc Thales va effectivement reprendre du poil de la bête sur ce terrain-là. Flora, réaction? Oui, malheureusement, on courait justement par rapport au propos de Chalamel. On avait envie que pratiquement dans tous les domaines, qu'il soit informatisé pour qu'on n'ait pas ce type de problème. On se croyait qu'avec cette nouvelle donne, on serait sorti au moins de l'auberge. Les Camerounais sont déjà morts de patience à cause de ce type de problème. Et nous tous, nous sommes voués à ce type de problème. Maintenant, même pour être servi, vous êtes obligé de mouiller la gorge ou de connaître quelqu'un justement pour être garanti d'avoir un service équitable. Non, je dis qu'il faut que ça s'arrête à un moment donné parce que si ne serait-ce que pour la carte nationale d'identité, il faut mettre autant de temps ou alors passer par autant de procédures. Mais on va toujours se retrouver dans la rue avec des citoyens qui n'ont pas de carte d'identité nationale. Et puis on va donc se plaindre chez qui? Vers qui? On aura donc toujours ce problème de recensement et autres si déjà ce problème basique n'arrive pas à être résolu jusqu'à cette année 2018. Et quand on voyage, on nous fouille. Que présentez-vous. On va se présenter d'abord que les cartes sont sorties. Parfois, tu as le récépissé Chalamel, il n'y a pas la carte. Le récépissé qui est périmé. Elle est périmée, voilà. Ma mère a son récépissé, ça fait bientôt 2 ans. Elle n'a jamais eu la carte. Je lui ai dit que je demande qu'elle m'attende. Tu fonctionnes comment? Elle dit que quand le professeur lui parle, elle dit que papa, je suis dans la grande aujourd'hui, vous-même regardez le récépissé. Et parfois, par pitié, on l'a fait passer. C'est un problème qu'on parle en rue comme ça, mais ce n'est pas bon à arriver. Non, mais oui, c'est vrai. Si comme on dit, il y a les transactions que tu veux faire, si ton récépissé, si tu n'as pas la carte dans la tête, tu ne peux pas faire. Avec le récépissé qui est périmé, tu ne peux rien faire. Transaction dans une banque et autres, c'est compliqué. C'est énervant. La mère du stade international comme moi, elle a un récépissé, ça fait 2 ans. Une réaction aussi? Non, déplorable pour fustiger le fait que depuis 1997, quand Jean Fauchivet lance l'identification de haute sécurité, et la haute sécurité voudrait dire que tous les nombres d'ingénieurs, des journalistes, des médecins, on remet le fichier aux Français et aux Espagnols. Et voilà, ça veut dire que le Camerounais eux-mêmes, pour savoir combien d'ingénieurs on a au Cameroun, combien de... On va se référer au fichier de la France. C'est bon. D'accord. Charles, un dernier mot sur le sujet. Alors, multiplier 2500 à cette époque par 3 millions de Camerounais qui n'avaient pas d'acte, ça vous fait 7 milliards 500 millions. C'est allé où? C'est allé où? Que le délégué à la Sûreté nationale nous dit, c'est allé où? Une tendance. Tu demandes à qui? Il y a des moments où Charles, on va dire qu'elle parle que de ma vie. Des moments où ma mère voit, j'ai quand ne vois pas le récépissé, donc bon. Elle prend que le pan du R. Quand on veut parler, elle dit que papa, mes enfants, partis au pouvoir. Partis au pouvoir, mes enfants, pour qu'on la laisse voyager. Voilà. Oh, c'est grave, hein? C'est aussi ça la sécurité de la mère. Oui, elle prend, elle dit que partis au pouvoir, mes enfants, je suis dans le R. Partis au pouvoir. Laissez votre mère passer. On va poursuivre cette émission ce matin avec évidemment la suite. Depuis 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, ses 3 écoles, ESG, ISTA, ISA. 3 campus ultramodernes avec plus de 40 spécialités, BTS, HND, DCEP, licence professionnelle, master professionnel. Plus de 15 000 diplômés, plus de 150 millions de francs de bourse aux étudiants, plusieurs partenaires nationaux et internationaux, et le meilleur reste à venir. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Formons des cadres compétents depuis 1993. Et donc, pour en parler, nous recevons Bertin Tchamalonier, il est responsable de la communication à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour à tous vos téléspectateurs, bonjour bien sûr à vos collaborateurs sur le plateau. C'est un plaisir pour l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala d'être sur un plateau prestigieux pour parler purement académique et c'est un plaisir pour nous d'y être là.
Et donc l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est, on va dire, un quart de siècle d'excellence, 3 campus, mais aussi 3 écoles. Pouvons-nous avoir une brève présentation de l'IUG? L'Institut universitaire du Golfe de Guinée, c'est cette université qui regroupe à son sein 3 campus ultramodernes, notamment avec 3 écoles, ESG, École supérieure de gestion, ISTA, Institut supérieur des technologies avancées, ISA, Institut supérieur des sciences appliquées. Nous sommes basés du côté de PK8, non loin du célèbre carrefour Ndokoti, plus précisément à Douala 3e, et nous faisons dans la formation professionnelle. L'IUG, c'est 3 campus ultramodernes, l'IUG, c'est un centre de santé universitaire, l'IUG, c'est bien sûr une radio permettant ainsi aux étudiants de la filière communication et information de mettre en pratique les enseignements reçus en salle de classe. L'UG, c'est bien sûr le temple du savoir. L'UG, c'est une école d'excellence avec pour objectif primordial de former des cadres compétents pour les entreprises nationales et internationales. Et donc sur le plan infrastructurel, en plus des 3 campus ultramodernes que vous disposez, votre institut vient de construire un centre de santé universitaire et une radio La Voix du Golfe. Quels sont les objectifs recherchés à travers cette modernisation constante de vos infrastructures? Oui, depuis la création en 1993, nous sommes bien sûr dans une progression significative. C'est la raison pour laquelle, depuis l'année dernière, le président Louis-Marie Ndiambo, l'expert comptable, président de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala, a ainsi bâti, bien sûr, sur une superficie de 1 hectare, un centre de santé universitaire permettant ainsi aux étudiants de la filière paramédicale, notamment les spécialités suivantes, techniques de laboratoire, soins infirmiers, kinésithérapie, santé de reproduction, sage-femme et études pharmaceutiques, de mettre en pratique les enseignements reçus en salle de classe. Et Eric, pour mieux permettre à ces étudiants de suivre une formation appropriée, il fallait donc un centre d'application. Et nous avons donc un centre de santé du côté de PK8, c'est une maternité, un bloc opératoire, une radiologie et bien d'autres encore. Et un centre de santé qui est ouvert au public. De l'autre côté, vous avez la Voix du Golfe, la 94.7, la radio de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, permettant ainsi aux étudiants en journalisme et en communication de mettre en pratique les enseignements reçus en salle de classe. Et c'est la raison pour laquelle nous émettons dans 3 régions, la région du littoral, le sud-ouest et bien sûr l'ouest. Mardi 6 février, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée a décidé d'ouvrir son campus aux visiteurs, ici à travers un événement majeur. Qu'en est-il exactement? Bon, nous sommes bien sûr rendus à la 25e édition. Chaque année, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala marque un temps d'arrêt pour présenter aux parents qui nous font confiance depuis 25 ans ce que ces étudiants-là font dans les laboratoires. C'est ce que nous appelons régulièrement les journées portes ouvertes. Et depuis mardi, nous avons lancé donc la 25e édition. La particularité de cette opération consiste bien sûr à présenter aux parents, les visiteurs, la puissance infrastructurelle de l'UG, mais surtout la qualité de nos laboratoires, permettant ainsi aux étudiants d'exposer les savoir-faire, ce qu'ils font au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle l'année dernière, sorti de nos laboratoires, le détecteur de somnolence au volant d'une voiture, c'est bien sûr une invention des étudiants de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée de Douala. Et pour les personnes qui vont visiter les stands d'exposition de ce côté-là, ils vont bien sûr constater que dans les différents laboratoires, ils auront la possibilité de faire une démonstration à partir du détecteur de somnolence au volant d'une voiture automobile. Eric, cet appareil pourra bien sûr dans les jours à venir au Cameroun réduire d'une manière considérable les accidents dus à la fatigue au volant d'une voiture automobile. Et donc vous parlez, Bertin Chamaloye, de la 25e édition des Journées Portes Ouvertes. Quelles sont les principales innovations? Oui, nous avons des innovations, notamment la projection cinématographique des œuvres littéraires en classe de terminale. Une université citoyenne et qui fait dans des actions sociales comme l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, le président Louis-Marie Ndiambo, l'expert comptable, a bien voulu permettre ainsi aux élèves des classes de terminale de bénéficier de cette projection. Nous avons donc pu trouver les films des œuvres littéraires, bien sûr, inscrites au programme au Cameroun. Et depuis mardi, nous passons à la projection. Ça veut donc dire quoi, Eric? En réalité, nous
nous mettons à la disposition des lycées et collèges de la ville de Douala les transports, la nutrition et la sécurité de ces enfants qui, depuis chaque matin, viennent chez nous. Mais par ailleurs aussi, comme innovation, vous allez retrouver le Grand Prix cycliste UUG qui, à l'heure actuelle, se poursuit du côté de PK8. Ceci en partenariat avec la Fédération camerounaise de cyclisme. Nous avons donc permis ainsi aux étudiants de l'UUG de vivre d'une manière significative cette passion du cyclisme. Et ça se passe exclusivement à l'UUG. Merci. Depuis 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, ses 3 écoles, ESG, ISTA, ISA. 3 campus ultramodernes avec plus de 40 spécialités, BTS, HND, DCEP, licence professionnelle, master professionnel. Plus de 15 000 diplômés, plus de 150 millions de francs de bourse aux étudiants, plusieurs partenaires nationaux et internationaux, et le meilleur reste à venir. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Formons des cadres compétents depuis 1993. Merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision 10-12, le Zénith, émission reconnue d'utilité publique. On va dans un court instant aller jeter un coup d'œil dans la corbeille à messages et réactions. Vos réactions d'ailleurs, madame, messieurs, ce matin via les différents sujets, les nombreux sujets que nous développons sur le plateau. Alors Florazé, c'est vous qui allez être chargé une fois encore et là encore de nous les livrer. Merci Eric Fopoussi. Alors on a un téléspectateur, Liboire Rangono, depuis Yaoundé qui dit « Je suis en train de vous suivre » et d'après par rapport aux obsèques de Vincent Nguini, l'État suit ses obsèques de façon responsable. Et il nous dit qu'il nous rassure qu'il est non seulement un ami, mais un grand frère je crois bien, du défunt. C'est Liboire Rangono depuis Yaoundé. C'est justement de ça qu'on parlait. Voilà. Faut-il enterrer les gens ou bien faut-il faire en sorte que Nguini, de son vivant, puisse échanger avec... Est-ce qu'il y a un conservatoire ici où Nguini est venu un jour apprendre la musique? Il dit non, ça devient de la récupération politique. 2 poids, 2 mesures. On a eu Bargasoukou qui est parti il n'y a pas longtemps. Pourquoi ce monsieur Liboire n'a pas mis cet État pour assurer de façon responsable les obsèques? Éco Roosevelt est encore là, un grand enseignant de musique. Que fait l'État pour que Éco Roosevelt laisse quelque chose de primordial pour la jeunesse camerounaise? Demain on dira, on est en train d'enterrer Éco Roosevelt avec les honneurs dus à son rang, au digne fils la patrie reconnaissante. Voilà. Et c'est ce discours qui sera tenu au quand même, pour le cas de Vincent Nguini, je peux dire que l'État y est vraiment sûr. J'en dis oui, l'État peut même tout prendre en charge, mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Est-ce que c'est le rôle de l'État d'enterrer des gens dont l'existence a été marquée? La preuve, Francis Bébé a dit, il faut me brûler, venez lancer ma cendre sur mon Cameroun. Ça reste des valeurs camerounaises. Non, Manu Dibango est encore vivant. Et Roosevelt est venu là. On l'a trompé, on l'a dit 20 au Cameroun. Ça reste des valeurs camerounaises. On va effectivement... Et on dit l'État. On va effectivement respecter ces valeurs camerounaises, là, Vincent. Et justement, l'État du Cameroun n'est pas en train de respecter les valeurs camerounaises. Non, c'est ce qu'on fait actuellement. C'est ça, respecter les valeurs. Nous, on le fait sur ce plateau, déjà, c'est quand même... C'est déjà ça, quand même. De le faire sur ce plateau et de respecter le génie. De respecter le génie. Et Richard Bona, on a refusé le visa à Richard Bona pour venir enterrer sa mère. Et après, c'est un digne fils de la République. Voilà, c'est ça. Vous savez quelles sont les positions de Richard Bona sur le régime en place? Mais et le régime a fait quoi? Le régime a des opposants, des partisans et tout le monde. Il n'y a pas que maintenant. Si la France dont vous venez de signer venez à assassiner tous ses opposants, ou à leur interdire d'entrer en France. Je n'ai rien dit. Non, disons clairement que l'État du Cameroun... Parce que tout récemment, il y a eu des comparaisons vraiment, je veux dire, c'était extrêmement fallacieuses entre une icône comme Richard Bona et un Marco Bella. Vraiment, dans ce pays, parce que tout récemment, il y a eu justement, sur les réseaux sociaux. Dans un pays où l'État ne sait pas donner, j'allais dire, la valeur à certains de ses citoyens qui ont excellé, il y aura donc, les citoyens vont se lancer à ce genre de commentaires farfelus, comme vous dites. Donc il faut donc leur donner la valeur qui est la leur. Permettez-moi de vous dire que vous et moi, nous ne cessons de décrier ici, et je pense qu'ils sont à l'écoute. Lors des célébrations des cinquantenaires des indépendances du Cameroun, on fait venir des jeunes de 20 ans, de 17 ans,
En aucun moment on a essayé de rassembler cette crème de cette époque pour essayer de restituer même sur le plan, ne serait-ce que de la vestimentation, des habitudes qui étaient faites. Rien n'a été fait, même en termes de diffusion. Mais vous pensez que c'est là où ils ont fauté? Et pire encore, on fait le cinquantenaire de la réunification et on fait défiler les enfants qui sont nés en 82. De 82 à 2014, ça ne fait pas 50 ans. C'est vrai que je ne suis pas fort en calcul. Qu'on fêtait le renouveau et pas le cinquantenaire. Ok, Florence, c'est notre message, je vous en prie. Oui, alors il y a un téléspectateur qui pense qu'entre voisines, il y a toujours des sentiments de méfiance, de défiance aussi, où elles cherchent une petite occasion pour décrier chacune ses problèmes. Le Mossad. C'est donc ce qu'il faut éviter. Le plus dangereux. Vous savez que le Mossad, c'est le plus dangereux. Alors, bon, on a Brice de Melon, j'ai lu ce message en passant, qui dit il n'y a pas seulement à Bafia où on voit des jeunes vendre ou commercialiser de la drogue. Autrefois, c'était à Melon. Bon, s'il dit autrefois, ça veut dire quand même ça a changé aujourd'hui. Donc, alléluia. Il y a quand même Jean Gigolo qui se bat pour essayer de mettre tout en ordre. Il s'appelle comment? Jean Gigolo. Jean Gigolo, le maire, je pense. Il est à Melon. Je pense bien. Merci. Dans le banc. En Consou. Non, nous sommes à Melon. À Melon. Il a voulu comparer. À Melon, bien sûr. Un dernier message, vraiment un dernier message pour faire plaisir à tout tous ces incendies s'expliquent facilement. En premier point, c'est... Bon, ce sont des choses politisées, puis le manque de compétences de certains techniciens au Cameroun. Chacun doit faire son travail à son niveau et très bien surtout. Voilà, c'est sur ce qu'on referme cette autre semaine intense d'actualité sur le 10-12, le Zénith. Madame, messieurs, merci d'être restés fidèles durant toute cette semaine. Passez un super week-end. On se retrouve lundi prochain, c'est adieu. Et que Dieu bénisse le Cameroun.